Bonjour. Bienvenue dans ce premier cercle masculin. Ils se rencontrent et c'est impressionnant. Le cercle d'aujourd'hui se découpe en 2 parties. Ils vont commencer par aborder leurs espoirs et craintes vis-à-vis du projet. Puis ils réfléchiront à quels sont les impacts du patriarcat dans leur vie. Les négatifs comme ceux qui apportent des bénéfices. Un important travail de montage a été réalisé afin de vous assurer une meilleure écoute. Il s'agit d'une parole à un moment donné dans un contexte donné et ne représente pas la complexité des opinions des participants et participantes. Bonne écoute. J'ai de l'excitation et moi de mon côté, je pense que j'y vais vraiment, en tout cas avec vraiment une volonté aussi de dire des choses spontanément, mais d'entendre, d'être bousculé. Voilà, d'improviser un petit peu. Je crois que j'ai essayé de pas trop préparer par exemple cette séance-là. Je pense que je le ferai pas forcément pour les suivantes, de peur que ça me bride. Donc à voir ce qui va se passer, je suis très curieux. Ouais. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup d'appréhension parce que le fait que ça soit enregistré, de me dire qu'il y a des personnes qui vont écouter. C'est vrai que pour moi, ce genre d'événement, je trouve ça valorisant quand des femmes le font, et pour les hommes, je me pose des questions et j'ai l'impression que c'est moins accepté et du coup ça me fait plus peur. Je remets beaucoup de choses en question au niveau du féminisme. Je sais que je peux aussi maintenant dire des choses qui sont pas forcément bien reçues, parce que le féminisme, je l'ai vécu en tant que femme d'abord, maintenant en tant qu'homme trans, et je vois des choses. J'ai vu des choses d'un côté, je vois des choses de l'autre. Ça me permet de mettre des choses en perspective et de constater qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut remettre en question. Il y a plein d'émotions. Je me sens effectivement un peu comme chacun, apaisé d'avoir pris le temps d'arriver là. Ouais, les appréhensions, c'est également comment tu arrives à transcrire ton point de vue, ton expérience personnelle concrète, sans heurter les trajectoires de vie de chacun, chacune, quoi, qui ont chacun leur avancée, leurs histoires. Et ouais, comment tu fais ça dans la bienveillance, quoi, comment tu arrives à t'écouter. Et aussi, effectivement, réagir quand il y a des choses qui te vont pas, quoi, pas effacer ton vécu propre qui a une valeur, quoi. L'enjeu, c'est de partager un exercice de mise à nu, là, sur 4 mois, 6 séances. Donc pour ça, il y a des règles pour arriver à bien parler sans heurter l'autre. Bien sûr, l'enjeu majeur et ce qui va faire que c'est précieux, c'est qu'on arrive chacun à parler de notre vécu. Je m'appelle Vincent et je m'engage à suivre ces règles. Je m'appelle Esteban et je m'engage à suivre ces règles. Je m'appelle Arthur et je m'engage à suivre ces règles. Je m'appelle Cyril et je m'engage à respecter ces règles. Je m'appelle Hugues et je m'engage à suivre ces règles. Super. Dans ce cas-là, le cercle est ouvert. Même si on l'a un petit peu fait spontanément dans notre méthode personnelle, j'aimerais qu'on revienne sur nos craintes et nos espoirs pour ce projet. La parole est au centre. Pour les rencontres mixtes, je pense que j'aurais beaucoup plus de crainte de vexer, tout en ayant peur de changer le ton et d'avoir envie de plus convaincre. Et du coup, de peut-être utiliser des arguments plus tranchés, ou en tout cas un ton plus appuyé, ce qui n'est pas forcément plus adapté. Moi, je pense que j'aurais pas beaucoup de mal à dire la même chose. J'ai très hâte de voir ce que donnent les groupes mixtes et de voir si je m'y sens en sécurité et de faire grandir ça. Par contre, même, j'ai peut-être peur de l'inverse. J'ai peur d'être plus juste ici entre mecs que dans la mixité. Comment, lorsqu'on parle, on est vu ou pas comme l'ambassadeur de quelque chose? Voilà. Moi, par exemple, je serais l'ambassadeur de l'hétérosexuel cisgenre qui dit des trucs parce qu'il est hétéro, cisgenre, blanc, dans une ville. Ça, pour moi, c'est des questions qui sont passionnantes et très casse-tête, parce que pour moi, ça convoque les questions du déterminisme, dire d'où est-ce que je parle, mon petit jeu comme ça, très affirmé, finalement, par quoi est-ce qu'il est influencé. Et en même temps, des fois, je trouve ça super emmerdant, quoi, de me sentir enfermé dans une case, comme si justement ça me privait de la capacité de pouvoir en sortir. J'ai du mal à le mettre plus en mots que ça, mais j'ai l'impression que l'exercice même qu'on va faire là, et qui est passionnant, c'est un vrai paradoxe. J'ai un peu peur, en groupe mixte, de rester un peu dans cette posture où justement tu fais attention en tant que mec, je fais attention, j'essaye, pas assez bien sûrement, de pas trop prendre de l'espace, la place, tu parlais de la parole, ce genre de choses. Arriver à pas m'effacer complètement, comme on disait tout à l'heure, à accepter que mon vécu est légitime. Et pareil, oui, par rapport à la vulnérabilité des autres, je pense que je saurais assez l'accueillir. Moi, c'est vrai que je me sens prêt à être vulnérable avec vous, comme dans le cercle de mixité.
Ma seule appréhension, c'est qu'en tant que personne trans, on voit que ça. Et j'ai pas envie qu'on me réduise à ça. Je veux pas le cacher. Je veux pas cacher que je suis trans parce que c'est mon vécu. Mais je veux pas qu'on me réduise à ça. Et j'ai pas envie que ici vous puissiez avoir le sentiment que je suis un infiltré et que je vais juger ce que vous dites en tant que mec cis, parce que c'est pas le cas. Et j'ai pas non plus envie que dans le cercle en mixité, les femmes pensent que je fais partie du même clan qu'elles, parce que c'est pas non plus le cas. Sinon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, puisque avant ma transition, j'avais fait des cercles de parole en non-mixité avec des femmes cis, et je m'étais pas sentie à ma place. Et quand j'ai fait un cercle de parole avec toi, Vincent, sur les masculinités en non-mixité homme, là, je me suis sentie à ma place. Donc du coup, je suis un peu curieux de voir comment je vais me sentir dans cette mixité. J'ai l'impression qu'il a attendu de moi parfois que je sois pas vulnérable ou que je puisse serrer les dents et continuer d'avancer et pas me plaindre et pas faire des enfantillages sur des questions relationnelles. Et donc ça, maintenant, j'ai envie de le revendiquer. Alors, je sais le faire pour moi, mais j'ai envie d'être considéré comme un être humain et pas comme un mec. Et du coup, je pense que c'est un truc que j'aborderai de front, moi. Je le poserai dans ma météo ou très tôt. J'imagine que ça m'aidera à le vivre. En t'écoutant, Vincent, j'étais en train de repenser à la manière dont j'avais pu me sentir socialisé quand j'étais gamin, garçon, les attentes sur le mini-mec que j'étais. Je pensais au fait que quand j'étais gamin, j'avais tout le temps peur de tomber sur une bagarre ou de me faire casser la gueule. Chaque année scolaire, genre, je sais pas, CM2, 6e, 5e, je sentais que tous les 6 mois ou tous les 8 mois, il y a un moment, j'allais avoir un truc, là. Un garçon qui allait faire le caïd avec moi et ça me faisait extrêmement flipper. Et en fait, je me suis rendu compte que ma manière, je crois, là j'y pense en vous écoutant, de pouvoir me montrer vulnérable, d'être dans une posture qui n'est pas forcément celle qu'on attendrait du stéréotype d'un homme, au fond, je faisais ça pour jouer le conflit d'une certaine façon. Par moments, j'étais tellement anxieux à l'idée du conflit, comme si je dénonçais d'abord mes lacunes. Ce qui me rend petit, tiède, ça viendra pas de l'autre. Du coup, le coup, il fera moins mal et je pourrais peut-être en donner un autre. Mon père, comme mes éducateurs au rugby, ont pas du tout su me parler de vulnérabilité, m'apprendre à gérer des conflits, m'apprendre à dire tranquillement. Et j'ai vraiment eu comme culture le fait de devoir me battre, serrer les dents, pas montrer que je suis faible. J'ai 2 frères qui ont qu'1 an de différence avec moi. N'importe quoi chez moi, qui était perçu comme de la faiblesse, était un levier à utiliser pour faire chier l'autre ou pour le détruire si on avait besoin. En grandissant ado, quand on se croisait dans le couloir de la maison, on ne peut pas passer à 2 de front. Il y avait des bagarres et des coups pour qui allait se coller contre le mur et qui allait passer droit. Toute cette violence très physique qu'il y avait dans les vestiaires, qu'il y avait avec l'interdiction de parler d'émotions et de se plaindre et dire qu'on est touché parce que ça allait être une arme utilisée contre moi, ça c'est des choses du patriarcat qui me déplaisent. Et je pense que c'est le quotidien de beaucoup d'hommes, en tout cas moi dans mon entourage, j'ai pas l'impression que c'était anormal. Tu parlais du harcèlement de rue, c'est quelque chose qui m'a pourri la vie. Et en fait, aujourd'hui, on me perçoit, pas toujours, mais quand même beaucoup plus comme un mec dans la rue. Je me fais plus emmerder. Et franchement, ça change la vie. C'est un tel soulagement En fait, c'est un rapport au monde et à l'espace public totalement différent, où juste je peux me dire que je vais sortir dans la rue et pas me poser de questions, et pas être dans l'anticipation négative, et pas me dire combien de mecs vont m'emmerder aujourd'hui. Et rien que ça, c'est vraiment, ça change la vie. Je me dis que je devrais pas avoir cet avantage-là dans la vie juste parce que je suis perçu comme un mec, juste parce que je suis un mec. Tout le monde devrait avoir cet avantage-là. Et le fait de sentir cette différence qui est flagrante, c'est assez dingue. J'ai encore des restes de réflexes d'avoir peur de rentrer tard seul le soir, et pourtant mon expérience n'est pas la même quand je rentre seul tard le soir maintenant. Et je sais pas si un jour je m'en défrais, même si aujourd'hui je le vis plus de la même manière concrètement dans les faits, quoi. Et à l'inverse, du coup, je me suis rendu compte que je pouvais faire peur à des femmes. Parce que du coup, j'ai pris l'habitude de marcher vite pour rentrer vite chez moi. Et du coup, si je marche trop vite derrière une fille, je peux lui faire peur. Ça m'est déjà arrivé et c'est très bizarre. Mais c'est vraiment très bizarre de devenir celui qui fait peur. Pareil au niveau de la drague, c'est que du coup, je m'autorise beaucoup moins à aller draguer des filles. Et je me dis peut-être que je pourrais avoir envie d'aller draguer un mec. Je saurais pas comment faire en tant que mec. Ça me fait réagir ce que tu disais, Esteban, parce que sur l'aspect concret de ma position genrée dans la rue, je me suis rendu compte assez récemment que justement j'avais jamais eu peur dans la rue.
Et aussi que les rares fois où ça arrivait, j'avais un truc, je me suis vraiment surpris, tu sais, à me faire paraître plus grand, je sais pas, avoir une démarche. Donc il y a un truc vraiment des avantages concrets que t'as en tant que mec qui peuvent t'aider dans plein de situations. Et j'ai l'impression que ce truc-là, il est valable dans énormément de nos interactions. L'impact du patriarcat, aujourd'hui que j'ai une voix plus grave, on m'écoute beaucoup plus parler. Si j'ai envie de couper la parole de quelqu'un, on me laisse faire. Ce qui n'était pas le cas avant. Plutôt, on me coupait la parole. Et en fait, ça a des avantages dans mon métier parce que du coup, je suis surveillant dans un collège-lycée. J'arrive beaucoup plus facilement à imposer le calme et le silence dans une classe en faisant beaucoup moins d'efforts qu'avant. En fait, j'ai la vie plus tranquille. On va pas se mentir. J'ai clairement la vie plus facile. Enfin, sur certains points, parce que il y a plein d'autres points où j'ai la vie beaucoup moins facile. Mais sur ces choses-là, j'ai vraiment la vie plus facile et je trouve ça pas juste. Enfin, d'un côté, j'ai envie d'en profiter parce que j'ai vraiment pas eu la vie facile avant, parce que je l'ai subi, le patriarcat. Donc d'un côté, maintenant, j'ai envie d'en profiter. Et en fait, non, c'est pas juste. Dans quelle mesure je m'impose en tant que personne et dans quelle mesure je m'impose en tant que mec? Dans quelle mesure je m'impose en étant dans une domination ou en étant juste moi-même et en m'autorisant à être là? Et c'est pas toujours évident de sentir ce point d'équilibre, ce point de bascule. J'ai parlé. À la fois, tu sais que c'est injuste. Enfin, je sais que c'est injuste. Et en même temps, il y a plein de situations où juste, t'en profites, quoi. J'en profite. Et pareil, il y a des trucs qui vont vraiment très vite, dans mon esprit, où tu dis, tiens, je vais profiter de ce micro-privilège. Et j'ai un exemple par rapport à mon enfant. On a avec ma compagne des espèces de petites lingettes en coton qu'on lave. Je me suis surpris à avoir pensé, tiens, je vais pas les laver parce que c'est chiant. Du coup, quelqu'un le fera à ma place. Dans ce cas-là, ça aurait été ma compagne. C'est extrêmement rapide, je trouve, dans la tête, de profiter de ce privilège. Et il y a ce truc de pouvoir l'oublier aussi très rapidement, en fait. C'est-à-dire justement de pas avoir à le conscientiser et de pas le reconnaître comme un truc réel. Et du coup, ne pas avoir, si tu réfléchis à tout ça, la culpabilité qui peut aller avec ça. Parce qu'en tant qu'impact positif, il y a tous les grands trucs d'égalité salariale, de pas être les personnes qui sont tuées parce qu'elles sont d'un sexe ou d'un genre. Mais il y a aussi ces constantes micro-interactions où en fait t'as un privilège de... Je trouve que le mot que tu utilisais de tranquillité, c'est vachement ça, quoi. La vie est plus paisible. Du coup, dur à gérer pour moi émotionnellement, quoi. Comment tu peux souffrir de ça, alors que paradoxalement, je suis pas du tout la personne qui souffre le plus de cette situation-là, quoi. Mais d'un point de vue personnel, comment t'arrives à gérer ce truc-là et comment t'arrives à avoir d'essayer d'avoir la volonté de pas accepter ces trucs-là qui sont en plus toujours tendus comme quelque chose de facile, quoi. Je sais pas. C'est difficile pour moi de lâcher des comportements qui m'ont l'air d'être des comportements humains, soit parce que dans les faits c'est pas bien. Ça, c'est toujours un peu heurtant de se rendre compte que ah bon, mais ça j'aimais bien et en fait c'est pas bien, et de comprendre l'argument théorique et comprendre le vécu de l'autre. Ça m'aide vachement. Le fait de lire des BD comme Crocodile, voilà, ça me montre des scènes. C'est pas la même chose de lire une phrase théorique sur ça que d'entendre des histoires de gens. Soit parce que l'autre personne se l'imagine. Et ça me pèse énormément et ça peut me blesser plusieurs fois. Pour moi, on est jeudi, j'achète un truc à Franprix, je vais rejoindre mon pote. Pour la dame devant moi dans le trottoir, il est l'heure que quelqu'un soit menaçant et la suive. Et je suis là, mais en fait, je t'ai vu prendre tes clés et lancer des regards derrière, et est-ce que c'est juste parce que j'ai un grand corps? En fait, je m'en fous de toi. Je m'en fous de te draguer, je m'en fous de t'agresser. Je suis un humain normal qui vit une journée normale, et ton comportement me renvoie à l'idée que je suis un prédateur. C'est un comportement qui me pèse et qui est lié au patriarcat. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais moins savoir. Je change un tout petit peu de sujet et revenir sur les règles, au final. Les règles de drague ou d'interaction qui sont pas claires. En tout cas, moi, je trouve que c'est pas évident. Après, il y a peut-être des gens qui ont commencé la drague ou à s'intéresser au sujet plus tôt, mais en tout cas, moi, je m'y suis intéressé tard, et c'est vrai que quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'étais un peu paumé et perdu. Et il y avait quand même une volonté de bien faire, parce que oui, je veux pas opportuner l'autre, etc. Et il y avait des éléments de mon vécu, moi, qui m'énervaient beaucoup quand je voyais, quand j'étais invité à des soirées, et puis qu'il
Il y avait un mec qui, lui, par contre, se posait pas vraiment beaucoup de questions, passe son temps à faire des blagues salaces. Il avait même fait pleurer une fille parce qu'il avait mis sa main à ses fesses sans consentement. Et voilà. Et ce mec, il se vantait qu'il chopait beaucoup de meufs. Du coup, c'est vrai que moi, j'étais là et je voyais ce constat en me disant que, ok, d'accord, bon, le sujet, je m'étais pas forcément beaucoup intéressé, mais tu vois, même en essayant de s'intéresser et de faire les choses bien, finalement, ceux qui se posaient pas les questions de comment ne pas opportuner l'autre, des fois réussissaient mieux. Enfin, c'était des fois l'impression que j'avais. Et ouais, et c'est en tout cas ouais, ce paradoxe en tout cas entre le vécu et en tout cas l'idéal que j'aimerais. S'il y avait des règles qui existaient et que si je pouvais les imaginer, il y aurait quand même, oui, on quand même considère l'autre, on fait attention, etc. Je repensais au nombre de fois où on a pensé que j'étais gay. Et avec ma question à $1 million, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on a pu penser ça de moi? Ou qu'est-ce qui fait que moi, je peux le penser d'autres personnes, d'ailleurs? Ça, c'est un truc qui me faisait rire au début et puis qui m'a gonflé à un moment. Alors, il y avait plusieurs choses. Alors, la première, ça peut être le langage, des fois. Je sais pas si c'est quelqu'un avec qui on avait une soirée, une espèce de débat, un machin. Bon, je choisissais mes mots et je m'étais entendu dire que comme j'avais un langage qui, pour certaines personnes, semblait soit soigné, soit précieux, soit je ne sais pas quel qualificatif, que ce soit valorisant ou pas valorisant dans la bouche de la personne, ça voulait dire probablement j'aimais les hommes. Des fois, il y avait la posture physique. Je croise les jambes. Moi, je croise souvent les jambes. Je trouve ça agréable d'être assis comme ça. Puis après, j'ai mal, mais après, je les recroise. Et bon. Je suis fumeur, des fois je casse le poignet. Alors imaginez si je croise les jambes, que je casse le poignet et qu'en plus je fais des phrases. Du coup, des fois, je parlais avec des filles à qui peut-être j'envoyais des signaux contradictoires, ou alors ces signaux-là semblaient contradictoires avec leur logiciel à elles aussi. Et ça pouvait aussi venir un peu sur le tapis de pourquoi elles pensaient que j'étais homosexuel. En gros, fais-moi comprendre, quoi. Embrasse-moi. Fais-moi une allusion. Bon. Voilà, je pensais à cette question-là et elle m'a mis en colère à un moment parce qu'au début, on pouvait penser ça de moi par moment et moi, ça me faisait rire. J'aimais bien jouer sur tous les tableaux. En fait, j'en jouissais un petit peu. J'aimais dire, ouais, on peut pas trop m'enfermer des fois, suivant les contextes, ou on va dire que je suis hétéro ou homo et je sais pas, il y avait une espèce de truc qui me faisait marrer. Et puis, en fait, il y a un moment, pour le dire tout simplement, je me suis dit, mais il y a combien de filles avec qui j'ai pas conclu, là, parce qu'elles pensaient que j'étais gay. C'est un peu trivial, mais ça m'a énervé. Ça m'a énervé parce que je me suis dit, alors il y a certaines personnes, alors que ce soit avec l'orientation sexuelle ou le genre, qui seraient autorisées à avoir des comportements. Je me suis posé beaucoup de questions sur ma sexualité. Je pense que j'avais très peur d'être homophobe et donc j'imaginais des scénarios homosexuels par peur d'être homophobe. En tout cas, c'était une question très présente. Merci Fauve. Il y a des fois des mecs qui me plaisent et je pense que petit à petit, je vais aller aussi vers des... Je vais m'autoriser. Je pense que je suis en train de m'autoriser. Et voilà, ça c'est un impact du patriarcat qui me pèse, c'est cette distinction, soit tu es un homme hétérosexuel, soit tu es moins bien. Tu es sûr que tu vas être moins bien? Alors que c'est juste du sexe avec des humains. Et je m'en veux d'être brouillé là-dedans, de pas vouloir être moins bien, et du coup d'avoir peur d'être homophobe, du coup de vouloir être, mais est-ce que je le veux parce que je le veux ou parce que j'ai peur d'être une mauvaise personne? Et du coup d'avoir ma boussole interne sur mes envies, brouillée par les conventions sociales. J'ai parlé. Il y a autre chose, c'est en ce qui concerne la drague. Là. On a un peu évoqué la question de la drague. Et moi, ça m'a toujours foutu une angoisse énorme, ce truc. Enfin, pas la drague en général. Je sais pas où et quand se termine la drague, mais disons que moi, j'ai jamais su, j'aime pas du tout, par exemple, aller quelque part au bar, quoi, et puis et chasser, par exemple, comme on dit. Moi, souvent, j'ai besoin de beaucoup parler ou... J'ai aussi besoin qu'on me prête pas tout de suite cette attention-là, et même j'ai besoin d'être en confiance. J'ai beaucoup de mal à avoir un rapport sexuel si c'est vraiment comme ça, de brut, on s'est rien dit. Même si j'en ai eu des rapports comme ça, et je pense que j'en ai eu parce qu'il fallait que je sois le mec qui a pécho comme ça à 6h du mat en sortant de boîte de nuit. Et je pense que c'est les séquences sexuelles les plus pauvres de toute ma vie. Il y a des fois, je pense que j'ai pas réussi à avoir d'érection à cause de ça, parce que ça avait aucun sens, et ça me faisait peur. Ouais, du coup, pour partager un vécu qui est au final assez différent, en tout cas, j'ai pas spécialement eu l'occasion d'avoir une sexualité de choisir beaucoup de partenaires, etc. Donc c'est vrai que, en tout cas, en tant qu'homme, ça a été un complexe que j'ai un petit peu, mais que j'ai eu à un moment énormément. On arrive doucement à la fin de nos 2h30 ensemble. Du coup, ce que je vous propose, c'est que on passe à la météo de fin. Comme au début, là, en une phrase, comment vous vous sentez. Et puis ce qu'on va pouvoir rajouter, si on veut, c'est ce que les Canadiens appellent le dépôt de malaise. C'est-à-dire que si vous avez ressenti du malaise à un moment, ou si vous en ressentez maintenant,
c'est l'opportunité de le déposer là, au milieu du cercle, avec tout le monde, et d'éviter de repartir avec. Ça vous va ? Oui ? Ok. Alors c'est parti, la parole est au centre. Ça me fait saisir, encore une fois, éternellement, mais très forte, de manière très vivante dans ces moments-là, à quel point je suis empêtré dans des trucs qui me limitent et qui m'emmerdent, quoi. Que ce soit dans la sexualité, que ce soit dans mes relations, ma gestion émotionnelle, mon rapport à l'autre, et que je mets en lien, bien sûr, avec la question du patriarcat. Et si je parle d'enthousiasme, c'est parce que ces moments où ça turbine dans ma tête tandis que je vous écoute ou que j'imagine vous répondre... ça me laisse à penser que ces choses-là, on peut en faire un problème au sens noble du terme et donc essayer d'y trouver des solutions qu'on peut changer, quoi. Donc moi, je suis bien là. ça donne envie de faire bouger des trucs encore plus forts. Et sinon, c'est une autre manière de parler mais je crois que c'est aussi intéressant parce que du coup, peut-être ça évite certains pièges, peut-être aussi que ça me fait dire d'autres choses ou autrement. Mais c'est pas facile pour moi. Tu disais frustré, j'ai un peu ce sentiment-là, dans le sens où, à la fois, quand il faut parler de soi, en fait, il y a l'impression d'avoir j'ai envie de dire plein de choses, et du coup, ça passe vite. En même temps, il y a toujours ce truc de mon point de vue, ah ouais, mais en fait, c'est juste une anecdote, ça n'a pas de valeur. Mais malgré ça, ouais, je me sens. Faudrait que je regarde sur le tableau des émotions. Non, je sais pas, je me sens, tu vois, je suis souriant, je sais pas, je suis content. De ce que j'ai dit, de ce qui s'est dit, la diversité de ce à quoi on touche, quoi. C'est impressionnant des domaines que ça prend en compte. Pareil, je suis souriant, je suis content. Au tout début, Cyril, tu parlais du sujet du féminisme en disant que c'était beaucoup porté par des femmes, mais qu'on n'entendait pas souvent les hommes sur la question, et je suis d'accord avec ça. Et c'est pour ça que ces cercles-là me font du bien aussi, c'est de pouvoir entendre des hommes parler et se montrer vulnérables. Ça me fait beaucoup de bien, et d'en faire partie, ça me fait beaucoup de bien. Donc, pas de cailloux non plus, bien au contraire. Moi, je me sens un peu fatigué, exalté aussi. Beaucoup de gratitude, merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas trop l'alien par mon vécu. Mais après, voilà, peut-être qu'au moins ça apporte quelque chose en plus. Très curieux, du coup, oui, c'est vrai que par rapport à tout ce qu'on a dit, je me demande ce que ça va donner avec les autres. Est-ce qu'elles auront abordé le même sujet ou pas, comme c'est un sujet assez global. Merci de les avoir écoutés. Nous espérons que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous. Le bouche à oreille reste encore la meilleure façon de le diffuser. La prochaine fois que nos participants se retrouveront, ce sera pour leur premier cercle en mixité. Et ils se demandent tous comment cette rencontre va se passer. À bientôt.